Bonjour. Toujours dans le contexte du programme du module de cytologie destiné aux premières années de médecine de l'Université de Batna 2, le chapitre d'aujourd'hui est le chapitre numéro 4 intitulé Physiologie de la membrane plasmique. Alors, les objectifs à atteindre à travers ce cours, c'est lister toutes les caractéristiques des transports perméatifs et les transports perméatifs passifs et actifs, donner la notion de diffusion simple et de diffusion facilitée et de transport actif, indiquer les caractéristiques de tous ces transports et leurs mécanismes, et enfin citer les caractéristiques des transports cytotiques, identifier leurs variétés et décrire leurs mécanismes respectifs. Voilà, donc avant d'entamer tous ces types de transports à travers la membrane plasmique, il serait peut-être important de rappeler comment les molécules réussissent à traverser les bicouches lipidiques artificielles et selon quelles conditions. Donc, selon le diagramme que nous avons sous la main, nous voyons que le passage des molécules où la perméabilité a été classée de bas vers le haut, c'est-à-dire de la perméabilité la plus faible en bas vers la perméabilité la plus élevée en haut. Donc, nous voyons que les molécules qui ont une perméabilité très élevée, proche de 1, c'est les molécules gazeuses telles que l'oxygène, le N2 et le CO2 et le benzène. On remarque que ces molécules sont hydrophobes, c'est-à-dire refusent le contact avec l'eau. Ce sont des molécules saturées et qui arrivent très facilement à franchir la bicouche lipidique. Et on voit aussi que ce sont des molécules de très petite taille. Sous ces molécules, avec un niveau de perméabilité moins important, nous retenons l'urée, l'éthanol et le glycérol qui sont des alcools. Et on voit que ces molécules sont aussi de petite taille, elles sont polaires et elles sont non chargées. Enfin, nous remarquons que les grosses molécules polaires et non chargées telles que les sucres et les alcools ne peuvent traverser facilement la bicouche lipidique et par conséquent leur perméabilité est très faible. On voit aussi que les acides aminés, l'ATP et certains sucres sont des molécules grosses, polaires et chargées et donc il leur est impossible de franchir la bicouche lipidique. On voit aussi qu'à la fin, tout à fait en bas, que les ions chargés, soit positivement, soit ou négativement, il leur est impossible de franchir la bicouche lipidique. Donc, ce de ce diagramme, c'est que les règles de diffusion à travers les bicouches lipidiques pour une molécule doivent être la très petite taille. La molécule doit être hydrophobe, c'est-à-dire refuse le contact avec l'eau, et elle doit obligatoirement être non chargée. Donc, à travers ces conditions de passage à travers la membrane plasmique, on va référencer un petit peu les transports. Il existe deux grands types de transports à travers la membrane. C'est les transports perméatifs et les transports cytotiques. Nous allons commencer par les transports perméatifs. C'est le passage des molécules à travers la membrane plasmique. Et ces transports sont le transport passif sans perméase, le transport passif avec perméase et le transport actif avec perméase. Donc nous remarquons que les molécules traversent la membrane plasmique, soit à travers la bicouche lipidique pour le transport passif sans perméase, soit à travers une protéine porteuse. À ce moment-là, il s'agit d'un transport passif avec perméase, soit passif, soit actif. Et les molécules peuvent passer dans les deux sens, c'est-à-dire du milieu extracellulaire vers le milieu intracellulaire ou l'inverse. Alors, le deuxième type de transport, c'est le transport cytotique. C'est le transport des particules et ce transport se fait aussi à travers la membrane plasmique, mais les particules sont enveloppées dans des morceaux de membrane plasmique et donc c'est dans des vésicules. Il s'agit entre autres de l'endocytose et de l'exocytose. Alors, nous allons commencer par les transports perméatifs. Ce sont donc des transports transmembranaires, c'est-à-dire les molécules traversent la membrane
il n'y a pas de modification de forme de la membrane. Le cytosquelette ne peut intervenir dans ce type de transport et on va revenir sur ça dans le cours du cytosquelette. Il s'agit du transport des molécules et d'ions et ces transports peuvent consommer ou pas de l'énergie. Alors si le transport ne consomme pas de l'énergie, c'est un transport passif et s'il consomme de l'énergie, c'est un transport actif. Donc voilà, sur cette figure, nous avons regroupé les trois types de transport perméatifs. Le transport numéro 1, c'est le transport passif sans perméase, où les molécules, généralement c'est des gaz, qui peuvent traverser la bicouche lipidique et ils vont la traverser selon un gradient de concentration, c'est-à-dire du milieu le plus concentré vers le milieu le moins concentré. C'est le passage des gaz tels que l'oxygène, le monoxyde d'oxygène, le CO2, etc. Et ce transport ne consomme pas de l'énergie. Pour le transport numéro 2, c'est un transport passif avec perméase, c'est-à-dire le transport ne consomme pas de l'énergie, mais ici, le transport des molécules nécessite l'intervention d'une protéine porteuse ou une perméase, et que l'on va détailler plus tard. Et le troisième type de transport, c'est le transport actif avec perméase, où il y a obligatoirement consommation d'énergie et le transport se fera à travers une protéine porteuse ou une perméase. Donc commençons par les transports passifs sans consommation d'énergie. Il s'agit de la diffusion simple et de la diffusion facilitée. Donc la diffusion simple, c'est le transport numéro 1 sur le schéma ci-dessus. Le passage doit être conditionné par la très petite taille des molécules. Et les molécules ne doivent pas être polaires. Il doit y avoir un coefficient de partition, c'est-à-dire la solubilité des molécules dans les lipides doit toujours être supérieure à leur solubilité dans l'eau. Et le transport se fera selon le gradient de concentration et les molécules doivent être solubles beaucoup plus dans les lipides, c'est-à-dire lipophiles que hydrosolubles. Donc voilà, je reviens toujours sur cette figure, c'est une figure de référence. Le numéro 1, donc, c'est le transport passif sans perméase. Je répète, c'est le transport des gaz qui sont de très petites molécules non chargées et apolaires. Elles sont lipophiles, c'est-à-dire leur coefficient de solubilité leur coefficient de solubilité penche vers la liposolubilité et les molécules traversent la bicouche lipidique sans intervention de protéines porteuses et selon le gradient de concentration, c'est-à-dire du milieu le plus concentré vers le milieu le moins concentré. Donc pour la diffusion facilitée, c'est le transport numéro 2 sur la figure de référence. Et là, on voit bien qu'il doit y avoir obligatoirement l'intervention de protéines porteuses, appelées aussi perméases, et ce transport ne consomme pas de l'énergie. Donc, voici quelques exemples de perméases. Les perméases les plus connues, c'est les glutes, et les glutes sont des transporteurs de glucose. Donc, on voit bien sur le schéma que le glucose doit être complémentaire à une protéine transmembranaire porteuse qui va se charger de le faire passer du milieu extracellulaire vers le milieu intracellulaire. Le transport se fera selon le gradient de concentration et sans consommation d'énergie directe. Le deuxième type d'exemple, c'est les aquaporines. C'est des protéines porteuses qui se chargent de transporter uniquement l'eau et sans les ions. Donc, les ions ne peuvent pas traverser par les aquaporines. Alors, si les ions ne traversent pas obligatoirement, ils vont passer par des canaux ioniques qui sont aussi des protéines porteuses. Mais à ce moment-là, ces protéines sont sélectives et spécifiques, c'est-à-dire à chaque ion, il va y avoir un canal ionique qui va le transporter. Alors, les canaux peuvent faire passer les ions entre les deux milieux selon le gradient de concentration et dans les deux sens. C'est-à-dire il va y avoir des ions qui vont passer du milieu extra
vers l'intracellulaire et l'inverse. Alors, quelques exemples de canaux. Je retiens les canaux ioniques voltage dépendants. C'est l'exemple type du canal à calcium. Alors, le canal ici s'ouvre selon le voltage, c'est-à-dire le nombre de charges élevées qui va arriver porté par le calcium. Donc, une fois que les charges sont très élevées, le canal calcique va s'ouvrir et il va laisser passer les ions calciques selon le gradient de concentration. Par contre, les ions qui vont passer par les canaux ioniques ligand-dépendants, ils vont bien sûr passer selon le voltage, c'est-à-dire la quantité de charge qui arrive, mais aussi ils nécessitent l'intervention d'un ligand, c'est-à-dire un signal. Je prends l'exemple que tout le monde connaît, c'est le signal qui est l'acétylcholine qui va stimuler les neurones pour ouvrir les canaux et libérer le sodium dans la synapse. Alors voilà, je reviens sur ça, toujours sur cette figure type. C'est le transport passif avec perméase, c'est-à-dire le numéro 2. On voit bien que les ions, il s'agit de transport d'ions et de certaines molécules comme les acides aminés et le glucose ou bien l'eau. Alors, de droite vers la gauche, donc vers la droite, nous avons l'aquaporine qui laisse passer uniquement l'eau dans les deux sens. C'est un transport non spécifique, passif, qui ne consomme pas de l'énergie. Il laisse passer uniquement l'eau sans les ions. À côté, c'est un transporteur spécifique du glucose, c'est-à-dire c'est un GLUT qui peut laisser passer le glucose selon le gradient de concentration, ou sinon c'est des acides aminés qui peuvent passer. Ici, il faut ramener la notion de spécificité, c'est-à-dire ces transporteurs spécifiques doivent reconnaître un ligand pour pouvoir le transporter selon son gradient de concentration et sans consommation d'énergie. Alors, juste à côté, nous avons les canaux, les deux exemples que je viens de citer, les canaux ioniques ligand dépendants et les canaux ioniques potentiels dépendants. Vous voyez que pour les canaux ioniques potentiels dépendants, c'est le transport d'ions et le transport, il est spécifique et les canaux vont laisser passer un seul ion, donc il y a la notion de spécificité. Par contre, dans les canaux ioniques ligand dépendants, on retrouve aussi la notion de spécificité, c'est-à-dire à chaque protéine porteuse ou canal, il va y avoir un ion ou un ligand qui sera transporté, mais ça nécessite un signal ou le ligand. Alors le signal, il peut être d'origine extracellulaire, c'est-à-dire il va se fixer sur un site spécifique du côté extracellulaire de la membrane, ou il doit être d'origine intracellulaire, c'est-à-dire il doit se fixer sur un site spécifique du côté intracellulaire de la protéine porteuse. Alors pour le ligand intracellulaire, ça peut être une protéine G, ça peut être de l'ATP ou certains ions comme le calcium. Alors, les transports actifs maintenant, c'est le transport numéro 3 sur la figure type. Alors, ce transport, comme on l'avait dit tout à l'heure, il se fait contre le gradient de concentration, c'est-à-dire les ions vont se déplacer du milieu le moins concentré vers le plus concentré. Donc, la protéine, la perméase qui va permettre ce déplacement, c'est une pompe. Et pour cela, elle doit consommer de l'énergie qui peut être sous forme d'ATP ou une autre forme. Alors, je prendrai l'exemple que tout le monde connaît, l'exemple type de la pompe Na+, K+. Cette pompe est présente dans toutes les cellules animales et son activité va aboutir à une distribution inégale, c'est-à-dire il va y avoir un déséquilibre des concentrations des ions Na+, et K+, des deux côtés de la membrane plasmique, ce qui va créer un gradient électrochimique, c'est-à-dire une différence de charge et une différence de concentration. Donc cette pompe va pouvoir rejeter 3 ions sodium dans le milieu extracellulaire pour attirer contre leur gradient 2 ions potassium et pour cela il faut consommer une molécule d'ATP par cycle. Alors, je peux ici donner quelques chiffres indicatifs
pour imaginer un petit peu la quantité d'énergie qui sera consommée par ces pompes. On sait que chaque ATPase, Na+, K+, va hydrolyser 100 molécules d'ATP par seconde. Donc, vous voyez que c'est un mécanisme qui est très rapide dans le temps. Alors, le tiers de l'énergie cellulaire est utilisé par l'ATPase Na+, K+, dans les cellules en général. Mais on voit que dans les cellules nerveuses, 70% de l'énergie cellulaire est utilisée par l'ATPase Na+, K+. C'est généralement les neurones, les cellules sécrétrices d'hormones, etc. Donc, vous voyez l'importance de l'énergie ATP qui va être consommée par les pompes Na+, K+, pour créer ce gradient électrochimique. Voilà un petit aperçu sur le fonctionnement de la pompe Na+, K+. Vous voyez que la pompe va échanger 3 sodium contre 2 potassium. Et pour cela, elle doit obligatoirement consommer une molécule d'ATP. Et à la fin du fonctionnement de cette pompe, nous voyons qu'il y a un gradient électrochimique. La concentration en sodium devient extracellulaire avec 145 millimoles contre 15 à l'intérieur. Inversement, la concentration en potassium extracellulaire est très faible, contre 150 millimoles à l'intérieur. Et on dira que grâce à la pompe Na+, K+, le sodium est un ion extracellulaire et le potassium est un ion intracellulaire. Donc, voici d'autres exemples de pompes de transport actif. Alors, nous voyons ici sur la membrane plasmique une autre pompe, c'est la pompe à calcium, l'ATPase calcium, qui va chasser le calcium du milieu cytoplasmique vers le milieu extracellulaire contre son gradient de concentration en consommant une molécule d'ATP. Au milieu, c'est la pompe Na+, K+, dont on vient de détailler le fonctionnement. Et à l'extrême droite, une autre pompe qui est la pompe Na+, glucose. Et cette pompe, elle va laisser passer le sodium et le glucose en même temps du milieu extracellulaire vers le milieu intracellulaire. Je reviendrai sur ce type de transport. Et dans le cytoplasme, il y a aussi une autre pompe, c'est la pompe H+, qui existe sur la membrane des lysosomes, c'est des vésicules intracellulaires. Et cette pompe va pomper les ions H+, du milieu cytoplasmique vers la lumière du lysosome contre son gradient de concentration et consommer une molécule d'ATP. Alors, le fonctionnement de cette ATPase vise à créer un pH très acide dans le milieu intralysosomal, puisque les protons, quand ils sont attirés dans la lumière du lysosome, le pH va diminuer, il va devenir très acide, proche de 4,5 à 5,5. Donc ici, avant de terminer avec les transports actifs, je dois rappeler rapidement la notion de transport actif primaire et secondaire. Je dirais que les transports actifs primaires, c'est le transport des ions à travers les pompes qui consomment de l'énergie obligatoirement sous forme d'ATP. Donc, c'est l'exemple de la pompe Na+, K+, la pompe à calcium et la pompe à protons au niveau de la membrane des lysosomes. Par contre, pour les transports actifs secondaires, c'est des transports actifs qui consomment de l'énergie, mais cette énergie n'est pas sous forme d'ATP, c'est une énergie de gradient chimique. Alors, je reviens toujours à cette figure symbolique. Regardez le schéma numéro 3, le transport actif avec perméase. Alors, à l'extrême gauche, vous avez la pompe Na+, K+, qui va chasser 3 Na+, et faire revenir 2 K+, en consommant une molécule d'ATP. Ça, c'est un transport actif primaire. À côté, nous avons une perméase ABC qui existe sur la membrane des globules rouges. Cette perméase va laisser passer certaines molécules contre leur gradient du milieu intra vers le milieu extracellulaire et elle va utiliser également une molécule d'ATP. Donc, c'est aussi un transport actif primaire. À côté, nous avons ce qu'on appelle un sympore. C'est une perméase qui va
attirer le sodium et le glucose dans le même sens et le sodium va revenir, le sodium qui a été chassé de la pompe va revenir dans la cellule à travers ce sympore et il va revenir bien sûr selon son gradient de concentration, c'est-à-dire du milieu le plus concentré vers le milieu le moins concentré. Tout en revenant, l'ion sodium crée un gradient électrique et cette énergie électrique va être utilisée par le glucose pour passer du milieu extracellulaire vers le cytoplasme contre son gradient de concentration. Et vous voyez ici que le transport consomme de l'énergie fournie par le gradient de sodium et non pas par la molécule d'ATP. Donc il s'agit ici d'un transport actif mais de niveau 2, c'est-à-dire c'est un transport actif secondaire. Un autre exemple, ici, c'est un échangeur ou bien un antipore. Et vous voyez ici que la perméase va échanger deux molécules dans deux sens différents. L'une va passer selon son gradient de concentration et l'autre contre son gradient de concentration. Bien sûr, celui qui va passer contre son gradient, c'est les protons. Et celui qui va revenir selon son gradient, c'est le sodium. Et le gradient électrique apporté par les ions sodium va être utilisé pour faire sortir les protons contre leur gradient. Cette perméase est donc appelée antipore. Elle ne consomme pas de l'énergie sous forme d'ATP et donc c'est aussi un transport actif secondaire. Voilà donc pour les transports actifs primaires et secondaires. Donc je reprends. Pour le transport actif primaire, obligatoirement, il doit y avoir consommation d'ATP. Par contre, pour le transport actif secondaire, l'énergie n'est pas sous forme d'ATP et les transporteurs vont laisser passer deux molécules soit dans le même sens tel que le sympore, soit dans deux sens différents tels que les antipores. Ils consomment de l'énergie, mais cette énergie, elle est d'origine électrique apportée par le gradient d'ion qui va revenir du milieu extracellulaire vers le milieu intracellulaire. Voilà donc pour les transports perméatifs. Nous passons directement au deuxième type de transport à travers la membrane, c'est les transports cytotiques. Donc ici, il s'agit non plus des transports d'ions et de petites molécules, c'est carrément le transport des grandes molécules, c'est-à-dire les particules. Alors ça peut être des morceaux de grosses molécules, de bactéries, de virus, de molécules médicales, etc. Alors, ce transport de particules va obligatoirement obliger la membrane à se déformer pour former des vésicules ou des vacuoles. Et pour cela, il faut consommer de l'énergie. Donc, les transports cytotiques sont tous actifs. Alors, l'énergie, ce n'est pas obligatoirement de l'ATP, ça peut être aussi du GTP. Et pour cela, il faut faire appel aux éléments du cytosquelette que l'on va aussi détailler dans le cours numéro 6 du cytosquelette. Alors, dans les transports cytotiques, il y a également deux types. On va parler de l'endocytose et de l'exocytose. Alors, on va commencer par l'endocytose. On va également détailler un petit peu la notion de pinocytose et la notion de phagocytose. Alors, on va commencer par la pinocytose. C'est un mot latin qui veut dire boire. Alors, à travers la pinocytose, la cellule va boire, c'est-à-dire elle va absorber de grandes quantités d'eau dans les vésicules. Et dans cette eau, il va y avoir des particules qui sont des solutés en solution. Alors, obligatoirement, il va y avoir la formation de vésicules qui vont passer de l'extérieur en direction du cytoplasme. Alors, il existe 4 types de pinocytose que l'on va rappeler rapidement. La pinocytose à vésicule lisse dans une phase liquide, la pinocytose induite par un récepteur, la potocytose et la macropinocytose. Voilà un schéma explicatif de la gauche vers la droite. Les 4 types de pinocytose, la macropinocytose, la pinocytose à vésicule recouverte de récepteurs ou de clatrine, la pinocytose à vésicule lisse et la potocytose ou la pinocytose à cavéole. On va commencer par la pinocytose à vésicule lisse.
Il s'agit de vésicules lisses, c'est-à-dire non recouvertes, qui vont contenir du liquide. Ces vésicules lisses caractérisent une endocytose non spécifique, c'est-à-dire que la surface des vésicules lisses ne peut être spécifique et ces vésicules peuvent transporter certaines particules dans l'eau. Donc, elles vont assurer un transport en vrac, c'est-à-dire en grande quantité, et ces vésicules doivent obligatoirement livrer leur contenu à la cellule. Pour la pinocytose à vésicules recouvertes d'un manteau clatrine-adaptine, c'est une endocytose très spécifique où on va observer la fixation de vésicules sélectives recouvertes d'un manteau clatrine-adaptine. Le ligand va se fixer sur les récepteurs de la membrane plasmique. La membrane va commencer à s'invaginer, c'est-à-dire à faire des déformations pour former ce qu'on appelle des puits recouverts. Ensuite, la vésicule va retenir une certaine quantité d'eau avec un soluté, c'est une particule. La vésicule va s'invaginer à l'intérieur et à un certain moment, elle va s'étrangler et elle va être détachée de la membrane plasmique grâce à une enzyme que l'on appelle la dynamine. Et pour cela, elle doit consommer une molécule de GTP. Et j'ai dit tout à l'heure que les transports cytotiques sont actifs. Les vésicules détachées de la membrane plasmique vont être accompagnées par les microtubules du cytosquelette et elles vont être libérées dans le cytoplasme. Une fois qu'elles se détachent de cette membrane, elles vont se débarrasser de ce manteau qui les recouvrait grâce à une autre enzyme que l'on appelle la HSP70. Celle-ci, c'est une ATPase qui va consommer de l'ATP. Une fois que le manteau a été enlevé par cette ATPase, les vésicules deviennent lisses et elles vont fusionner pour former ce qu'on appelle un endosome précoce. Les endosomes précoces vont s'enfoncer dans le cytoplasme et ils vont fusionner avec les lysosomes primaires. Le contenu de ces endosomes précoces va être digéré ou dégradé par les hydrolases du lysosome et on obtient à ce moment-là des endosomes tardifs, ce qu'on appelle également des lysosomes secondaires. Et les récepteurs obligatoirement doivent être recyclés, c'est-à-dire ils ne sont pas digérés et ils doivent revenir vers la membrane plasmique. Voilà schématiquement tout ce que j'ai dit pour récapituler. On voit qu'un ligand, c'est-à-dire une particule, va se fixer sur son récepteur spécifique. Tous les récepteurs vont se rassembler sur un brin de la membrane. La membrane va commencer à s'invaginer, à faire des déformations pour former ce qu'on appelle un puits recouvert. Vous voyez que le récepteur est fixé sur le ligand sur le côté extracellulaire et la vésicule est recouverte par un manteau de clatrine-adaptine vers le cytoplasme. Le puits recouvert continue son invagination. Il va y avoir la formation d'une vésicule recouverte. La dynamine va détacher cette vésicule en consommant du GTP. Ma vésicule libérée dans le cytoplasme va se débarrasser dans un deuxième temps de son manteau clatrine-adaptine grâce à une HSP70 consommatrice d'ATP. Ma vésicule devient lisse et on obtient ce qu'on appelle un endosome. Alors, mon endosome, qui est une vésicule lisse, va commencer à séparer les ligands des récepteurs. À un certain moment, on obtiendra deux vésicules. La vésicule qui contient les récepteurs va être recyclée directement vers la membrane plasmique et la vésicule qui contient le ligand ou bien la particule à digérer va fusionner avec un lysosome primaire qui contient des enzymes ou bien des hydrolases. Les hydrolases vont attaquer les particules, elles vont les digérer et à la fin, on obtient des produits de digestion qui sont contenus dans un endosome tardif. Le deuxième type de pinocytose, c'est la potocytose. C'est aussi une endocytose spécifique. Pourquoi? Parce que les vésicules sont recouvertes d'une autre protéine que l'on appelle la cavéoline. Les particules vont nécessiter
des récepteurs spécifiques. La vésicule qui est formée va contenir les ligands ou bien les particules. Elle est donc recouverte de cavéoline. La vésicule formée va se détacher de la membrane plasmique et elle est destinée généralement à l'appareil de Golgi ou bien le réticulum endoplasmique rugueux. Et généralement, le contenu de ces vésicules, de ces cavéoles, c'est soit des facteurs de croissance, des signaux hormonaux ou mécaniques. Et obligatoirement, il faut consommer aussi de l'ATP pour fermer ces cavéoles, les détacher et les envoyer vers l'appareil de Golgi. Et c'est donc aussi un transport actif. La macropinocytose, qui est le troisième type de pinocytose, c'est aussi une endocytose spécifique. Pourquoi? Parce qu'il y a aussi des récepteurs qui vont reconnaître les ligands. Les vésicules formées sont des macropinosomes. Ces macropinosomes contiennent des facteurs ou des agents chimiques ou autres. Et les macropinosomes délivrent une partie de leur contenu aux endosomes précoces ou tardifs. Alors, il faut retenir à travers ces 4 types de transport pinocytose que la pinocytose devrait provoquer une diminution de la surface de la membrane plasmique, mais celle-ci doit rester constante. Donc, comment compenser les pertes de membrane occasionnées par la pinocytose? C'est bien sûr à travers un phénomène inverse qui est l'exocytose, qui va apporter des membranes à travers des grains de sécrétion qui vont se fixer sur la membrane plasmique et récupérer les membranes perdues lors de l'endocytose. Donc, le phénomène d'endocytose et d'exocytose doit être complémentaire et antiparallèle pour que la cellule puisse garder une surface membranaire fixe. Donc, le deuxième type d'endocytose, c'est bien sûr la phagocytose. Donc, je vais passer sur ce phénomène puisqu'il est déjà connu. Donc, les vésicules formées, on va les appeler des phagosomes, de grande taille bien sûr, qui contiennent des particules solides. La différence entre la phagocytose et la pinocytose, c'est que les phagosomes ne contiennent pas de l'eau, c'est uniquement des particules solides sèches. Ce processus est aussi actif, qui consomme de l'ATP. Il est réalisé par des cellules spécialisées, alors que la pinocytose est réalisée par tout type de cellules. Et ce processus représente un mécanisme de défense de la cellule contre les attaques extérieures. Voilà quelques exemples de phagocytose observée au microscope électronique. On voit ici la particule phagocytée, c'est une bactérie. Elle est en train de passer dans un fragment de membrane plasmique. La cellule est en train de former des pseudopodes ou des faux pieds pour englober cette particule, la faire entrer dans une vésicule appelée endosome qui va directement fusionner avec le lysosome et les enzymes lysosomales vont détruire cet agent pathogène. Voilà un autre exemple observé en microscopie électronique. Ici, c'est un stade avancé de la phagocytose. C'est une bactérie qui est en train d'être phagocytée par un macrophage qui est en train de former des pseudopodes pour entourer la bactérie, la faire entrer dans une vésicule appelée phagosome et qui va fusionner aussi avec les lysosomes et être lysée par les enzymes lysosomales. C'est donc un processus de défense ou d'immunité contre les attaques extérieures, c'est-à-dire les attaques antigéniques. Alors, la phagocytose se déroule en 4 étapes. La première étape, c'est l'opsonisation, c'est-à-dire l'agent pathogène ou l'antigène, ça peut être une bactérie, va être recouverte d'anticorps, c'est essentiellement les IgG, et les IgG sont élaborés par les macrophages. Une fois que la bactérie a été opsonisée ou piégée par les anticorps, les macrophages vont reconnaître leur antigène à distance grâce à leur chimiotactisme et ils vont se déplacer, ils vont migrer vers la bactérie opsonisée.
ils vont entrer en contact avec ces bactéries opsonisées. En fait, ils vont entrer en contact avec leur antigène et il va y avoir à la fin une adhérence entre la bactérie et les macrophages. Puis le macrophage va former les pseudopodes, il va entourer la bactérie et la faire entrer sous forme d'endosomes qui vont fusionner avec les lysosomes. Voilà à peu près un petit schéma récapitulatif des étapes de la phagocytose qui sont réalisées par des macrophages et c'est un système qui est fait uniquement par des cellules spécialisées qui va assurer la défense cellulaire contre les attaques extérieures. Alors voilà ici un petit schéma comparatif qui nous permet de comparer entre la phagocytose et la pinocytose. On voit bien que la pinocytose, c'est le transport de particules dans l'eau. C'est la formation de vésicules que l'on appelle des endosomes qui vont se détacher de la membrane et se libérer dans le cytoplasme. Par contre, dans la phagocytose, la vésicule ou le phagosome ne contient que des particules sèches sans eau. Donc, en fait, la phagocytose est un processus réalisé par des cellules spécialisées dans le but de défense. Par contre, la pinocytose, c'est un processus de boire et de manger qui permet à la cellule de se nourrir et de survivre dans son milieu extérieur. Alors, le deuxième type de transport cytotique à travers la membrane, c'est l'exocytose. Alors, ici, il s'agit d'une sécrétion des produits hors de la cellule. Et comme je l'ai dit tout à l'heure, l'exocytose doit toujours compenser l'endocytose dans le but de garder une surface membranaire fixe dans laquelle les brins de membrane perdus lors de l'endocytose seront récupérés lors de l'exocytose. Alors, dans ce processus d'exocytose, les membranes des vésicules vont fusionner avec la membrane plasmique et le contenu de ces vésicules sera sécrété dans le milieu extracellulaire, soit directement dans le sang, et à ce moment-là, on va parler d'une sécrétion endocrine, soit dans le liquide interstitiel, c'est-à-dire les espaces entre les cellules, on parlera d'une sécrétion endocrine, ou directement dans des cavités de l'organisme, telles que l'estomac, la bouche, etc. Et à ce moment-là, on parlera d'une sécrétion exocrine. Alors, il existe deux types d'exocytose. L'exocytose continue ou constitutive et l'exocytose discontinue ou contrôlée. Alors, pour l'exocytose continue ou constitutive, c'est une sécrétion qui est continue dans le temps et elle est permanente, c'est-à-dire elle se fera H24. Elle va apporter des produits destinés à la membrane plasmique et à la matrice, c'est-à-dire les vésicules qui vont fusionner avec la membrane plasmique vont sécréter un produit dans le milieu extracellulaire et à travers cette sécrétion, on va apporter des produits pour régénérer la matrice extracellulaire et régénérer aussi la membrane plasmique, c'est-à-dire récupérer les brins de membrane qui ont été perdus lors de l'endocytose. Les vésicules sont d'origine golgienne, c'est-à-dire elles proviennent de l'appareil de Golgi, et on reviendra sur ça dans le cours de l'appareil de Golgi. Et la sécrétion qui est toujours continue se fait sans attendre l'arrivée d'un signal. Voilà une prise du microscope électronique qui nous montre que une molécule, c'est ici des polysaccharides qui sont contenus dans une vésicule qui vont se rapprocher de la membrane plasmique. La vésicule va fusionner avec la membrane plasmique. Le contenu va être sécrété à l'extérieur. Il est destiné à la matrice extracellulaire. Et la membrane de la vésicule va fusionner avec la membrane plasmique pour récupérer les brins de membrane perdus lors de l'endocytose. Et cette sécrétion, elle est continue, elle est permanente, elle se fait dans le temps sans arrêt et elle n'exige aucun signal pour se déclencher. Par contre, dans l'exocytose discontinue, elle est contrôlée parce que justement, elle exige l'arrivée d'un signal.
les produits seront sécrétés dans le milieu extracellulaire et pour être sécrétés, donc, il faut un signal qui est d'origine extracellulaire. Ces vésicules proviennent de l'appareil de Golgi et c'est des vésicules recouvertes qui vont, tout en se rapprochant de la membrane plasmique, elles vont se déshabiller, c'est-à-dire enlever ce manteau de clatrine, fusionner avec la membrane plasmique et sécréter leur contenu dans le milieu extracellulaire. Et donc, ce signal exigé fait que cette exocytose est spécifique et qu'elle elle vise aussi à régénérer la membrane, à régénérer la matrice extracellulaire et à élaborer des produits destinés aux autres cellules. Donc, la migration des vésicules dans ce type de transport nécessite de grandes concentrations en ion calcium. Donc, voilà schématiquement comment se font les deux types d'exocytose. Les deux types d'exocytose vont libérer un produit de sécrétion dans le milieu extracellulaire. Et donc, on va parler ici, on va parler de l'exocytose constitutive qui ne nécessite pas l'arrivée d'un signal. Donc, l'origine des vésicules ou bien les grains de sécrétion, c'est l'appareil de Golgi. Ces vésicules vont se rapprocher de la membrane plasmique, elles vont fusionner et libérer leur contenu dans le milieu extracellulaire. Dans le deuxième cas, l'exocytose, quand elle est provoquée, les grains de sécrétion sont aussi d'origine golgienne qui vont se rapprocher de la membrane plasmique, fusionner et libérer leur contenu dans le milieu extracellulaire. Alors, ces deux types de transport nécessitent la déformation de la membrane plasmique, la consommation d'énergie et l'intervention des éléments du cytosquelette, c'est-à-dire des microtubules et des microfilaments que l'on va voir dans le cours du cytosquelette. Ici, dans le cas de l'exocytose provoquée, il faut obligatoirement augmenter la concentration en calcium intracellulaire par plusieurs voies. Alors, le calcium peut être d'origine endogène ou exogène. Alors, quand le calcium est d'origine exogène, c'est-à-dire il est apporté par le milieu extracellulaire, il peut passer à travers des canaux ioniques potentiels dépendants ou à travers des canaux potentiels dépendants. Et pour cela, le transport peut être de type chimique, c'est-à-dire c'est un signal qui va le faire passer, ou bien un signal électrique, un gradient électrique qui va faire passer le calcium à travers le canal calcique potentiel dépendant. Donc le calcium, quand il passe dans la cellule, sa concentration va augmenter. Cette concentration reste insuffisante. Il faut faire appel au calcium stocké dans certains sites de stockage, tels que le réticulum endoplasmique, l'appareil de Golgi ou l'enveloppe nucléaire. Donc ces organites vont libérer le calcium stocké, ce qui va contribuer à l'augmentation de la concentration en calcium intracellulaire, et cette concentration va provoquer la sécrétion des produits de sécrétion dans le milieu extracellulaire qui est réalisé par l'intervention de signaux spécifiques. Donc, dans les deux cas, dans le cas de l'endocytose, de l'exocytose constitutive, les produits de sécrétion sont destinés à la matrice et par contre, le produit de sécrétion dans l'exocytose provoquée est destiné aux autres cellules. Ça pourrait être des hormones, des signaux, des facteurs de croissance ou autres. Mais dans les deux cas, provoquée ou constitutive, la cellule doit se régénérer avec la fusion des membranes des vésicules avec la membrane plasmique. Alors, tout en fonctionnant à travers les transports cytotiques ou perméatifs,
la membrane vise à transférer des informations. Les informations transmises par la membrane plasmique sont soit nerveuses, soit hormonales. Alors, quand il s'agit d'une transmission hormonale appelée aussi humorale, les protéines transmembranaires jouent le rôle de récepteurs spécifiques. Ces récepteurs possèdent deux sites spécifiques, l'un sur le côté extracellulaire et l'autre du côté intracellulaire, pour pouvoir fixer des signaux et modifier la configuration du récepteur. Et à travers la modification de la forme du récepteur, le signal va passer dans le cytoplasme et ordonner à la cellule de réaliser certaines fonctions physiologiques. Ces détails, vous allez les revoir dans le module de physiologie cellulaire qui sera assuré pendant le deuxième semestre de votre année universitaire. Alors, il existe 4 types de signaux hormonaux, en passant: le signal endocrine, le signal paracrine, le signal autocrine et le signal contact dépendant. Alors, récapitulons sur la figure suivante. Le signal A est une transmission endocrine du signal. Vous voyez que la cellule, dans ce type de transmission, je rappelle qu'il faut avoir toujours 2 types de cellules. Une cellule émettrice du signal et une cellule réceptrice que l'on appelle également la cellule cible. Alors, la cellule émettrice va émettre une molécule ou un signal par exocytose. Ce signal va passer dans le sang, il va passer dans les vaisseaux sanguins et il va être véhiculé vers les cellules cibles. Donc, c'est une transmission endocrine à travers le sang. Dans le type numéro 2, la transmission est paracrine. Nous voyons que la cellule émettrice est identique à la cellule réceptrice. Le signal est émis dans l'espace intercellulaire et il va stimuler les cellules voisines. Donc, ce type de transmission paracrine se fait généralement entre les cellules d'un même tissu, c'est-à-dire d'un même type. Dans le troisième type, C, la transmission est contact dépendante. On voit que la cellule émettrice va émettre la molécule informative vers la cellule réceptrice et la molécule informative va passer à travers un point de contact que l'on appelle une jonction. Donc, je rappelle ici aussi que les cellules sont très proches l'une de l'autre. Par contre, dans la transmission autocrine, on voit qu'il y a un seul type de cellule, la cellule émettrice, et elle-même la cellule réceptrice, c'est-à-dire elle est en train de s'auto-stimuler. Alors, en prenant des exemples pour chaque type de signal, pour l'endocrine, je prendrai par exemple l'émission d'insuline dans le sang, émise par les cellules pancréatiques, et elle va être véhiculée dans le sang vers les cellules réceptrices telles que le foie. Dans la transmission paracrine, vous connaissez plusieurs exemples, tels que la cellule nerveuse et la cellule musculaire, qui vont communiquer à travers une synapse. Et le signal, c'est l'acétylcholine qui va passer du neurone et qui va être libéré dans l'espace synaptique et qui va se fixer sur la membrane de la cellule réceptrice qui peut être soit une cellule nerveuse, soit une cellule musculaire. Pour la transmission autocrine, je citerai l'exemple des cellules responsables de l'allergie et le signal émis, c'est l'histamine. Alors, pour le deuxième type de transmission, c'est la transmission électrique ou nerveuse. Elle est uniquement assurée par un certain type de cellules nerveuses ou neurones. Il va y avoir la création d'un potentiel d'action et la transmission, comme je l'ai dit tout à l'heure, elle est transmise au niveau des synapses et la transmission se fait toujours dans un seul sens. Voilà à peu près comment se fait cette émission électrique. La synapse va libérer le neurotransmetteur qui est l'acétylcholine, qui va être contenu dans des vésicules qui vont se rapprocher de la membrane. Elles vont fusionner. L'acétylcholine sera libérée dans l'espace intercellulaire qui est la synapse et ils vont directement se diriger vers des récepteurs fixés sur la membrane réceptrice, ce qui va créer
un changement de potentiel, passer d'un potentiel d'action à un potentiel de repos, et un signal qui sera transmis à la cellule réceptrice. Je rappelle que ces types de transmission électrique et humorale seront repris en détail dans le module de physiologie qui va être assuré pendant le deuxième trimestre de l'année universitaire. Donc sur ce, je termine avec le cours de la physiologie de la membrane plasmique. Je vous invite à reprendre cette vidéo et suivre les commentaires avec le cours PDF qui est à votre disposition sur mon site personnel. Alors, le prochain cours, c'est le cours numéro 5 et on va parler de la matrice extracellulaire. Je vous remercie de votre attention.